Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans cette séquence particulière. Elle est en forme, superbe, ça va bien. Non, ça va, si. Frédéric Brindel. Vous nous avez manqué, Cécile. Vous aussi, vous m'avez manqué. Ouais. Bon, Ouais. j'ai tenu. Hein. Oui, c'était bien. Les vraies voix se sont bien tenues aussi. Oui, elles ont été parfaites. Alors, je dis à nos auditeurs de Sud Radio, oui, Cécile est en pleine forme, superbe. Oui. Je suis pas sûr que ça va les amuser. En tout cas, merci de votre fidélité aujourd'hui. 0826 300 300. Vous allez pouvoir vous exprimer pas mal de choses dans l'actu aujourd'hui. Et on va démarrer tout de suite par le sommaire de cette émission. Souhaitez-vous une coalition des partis d'opposition en faveur d'une motion de censure? On en parlera à 17h30. C'est notre premier débat. Le gouvernement a finalement tranché et a déclenché le 49.3 cet après-midi, provoquant forcément de vives réactions dans l'opposition. Certains partis de l'opposition ont immédiatement annoncé le déclenchement d'une motion de censure. Marine Le Pen, Fabien Roussel dit que la sienne est prête. Idem pour la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, qui dénonce un basculement autoritaire du gouvernement. Frédéric. Et pour la première fois, depuis le début du quinquennat, les discours sont équivoques. Les différents groupes d'opposition à l'Assemblée nationale n'écartent pas la possibilité de voter une motion de censure d'un camp autre que le leur. La solution peut aussi venir du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, l'IOT, qui compte 20 membres issus d'horizons politiques divers mais qui s'entendent et qui pourraient installer donc cette motion transpartisane qui pourrait faire une espèce de consensus général contre le gouvernement. En tout cas, est-ce que vous souhaitez une coalition des partis d'opposition? Sur notre compte Twitter, vous dites en majorité oui à plus de 90%. Elisabeth Borne doit-elle démissionner? C'est le coup de projecteur des vraies voix devant les députés Rassemblement National qui criaient démission et ceux de la NUPES qui chantaient la Marseillaise. La première ministre Elisabeth Borne s'est dite prête à engager sa responsabilité pour justifier le déclenchement du 49.3. Frédéric. Et les déclarations ont fusé à la sortie de la séance à l'Assemblée nationale. Elle doit partir, disent les uns. Le problème, c'est Macron, disent les autres. Le gouvernement et sa première ministre se présenteront vraisemblablement lundi prochain devant la représentation nationale, jour prévu pour le vote de la motion de censure. Elisabeth Borne s'est dite prête à l'affronter. Et la question, Elisabeth Borne, doit-elle démissionner? C'est un grand oui sur notre compte Twitter pour ceux qui votent à 94%. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et nos vraies voix du jour sont Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile, heureux de vous retrouver. Merci mon cher Philippe. Une séquence aujourd'hui très particulière, beaucoup de choses à dire. Et au 0826 300 300, ce n'est pas une auditrice, c'est Françoise Degois. Oui, parlez, d'où appelez-vous, chère madame? D'où appelez-vous? Vous êtes... Il y a une forte émulation à Paris aujourd'hui, hein. Oui, simplement, j'ai dû terminer le trajet à pied, je serai là dans quelques minutes. Mais c'est vrai qu'à l'annonce du 49.3, plusieurs manifestations sont déclenchées, notamment des manifestations d'étudiants qui ont essayé de marcher sur l'Assemblée, ce qui fait que la Concorde est coupée, la Tour Eiffel est coupée. On voit que la police a été un peu débordée par cette manifestation sauvage. Maintenant, ça semble quand même rentrer dans l'ordre, mais c'est vrai que ce 49.3 a provoqué, vous l'avez entendu, vous l'avez très bien dit, Cécile, des réactions épidermiques dans l'Assemblée, parce que il n'y avait pas que la NUPES qui chantait la Marseillaise. À un moment donné, même des députés républicains chantaient la Marseillaise. Et des réactions épidermiques également avec, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Et tout ça en marchant. Et tout ça en marchant. On s'est dit, elle n'est pas là, elle parlera moins. Bah non, pas du tout. En fait. Non. Restez avec nous. Sébastien Ménard est avec nous, président de l'élan béarnais. Qui vient la Cortèze, juste d'arriver. Qui vient absolument juste et entrepreneur dans la foodtech. Ça va, Sébastien Ménard? Ça va plutôt bien. Et la différence avec Françoise Degois, c'est que moi, les forces de l'ordre me laissent passer. Oui. Voilà, parce que moi, je défends cette réforme des retraites et je ne manifeste pas et je ne bloque pas. Donc, ils m'ont laissé passer. Je suis très heureux d'être avec vous. Et même pas essoufflé. Vous avez travaillé le cardio à l'intersaison. Je suis très fort. Oui, la différence, si vous voulez, c'est que moi, je me déplace en bus et pas avec des voitures cocardes. Hein. Voilà. Françoise. Le peuple, Françoise. 0826 300 300, puisque vous savez qu'à chaque fois, nous avons une voix invitée. C'est Christian qui nous appelle de Sète. Bonsoir Christian. Bonsoir à vous, bonsoir Cécile et bonsoir Frédéric, bonsoir les vraies voix. Bonsoir Christian. Voilà, j'espère que les vraies voix VOX, ça pourra déboucher sur les VOIES. Voilà. Les voix, pourquoi? Pour la motion de censure, vous voulez dire? Les voix dans le sens
de trouver des solutions à tout ça, quoi. Ah, d'accord. On y participe tous, Ouais, je trouve. absolument, Voilà. absolument. Vous faites quoi dans la vie, Christian? Je suis cadre dans la fonction publique, je m'occupe de services de secours. D'accord, ok. Et vous êtes pour ou contre la fin des régimes spéciaux? Moi, La question pour. pourrie. La France aurait bien et vous besoin avez de 2 heures, et vous Ouais. avez 2 heures pour Oui, répondre à oui, la je question, suis- Christian. Je suis pour la fin des régimes spéciaux, charité bien ordonnée commençant par soi-même. Bah, dis donc. Le Sénat aurait pu montrer l'exemple. En tout cas, en ce soir, vous êtes comme votre département, vous êtes notre héros. Oh, Ah bon dis Oh donc, là là, c'est dis beau, donc. c'est beau. Ouais. Vous restez J'ai jamais avec... été un héros de ma vie. Hein. Eh ben Mais voilà, faut le c'est la savoir. première fois. C'est la première fois. Vous restez avec nous, Christian. Merci en tout cas d'être Merci à vous. notre vraie voix du jour. Vous pouvez, bien sûr, comme Christian, nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Ah oui. La chanson du jour. Ah bah, je l'oublie tout le temps, celle-là. Ah, vous l'avez voulu en plus. Gérard Lenormand. S'ils étaient présidents, voilà. On se demande tous si on était président dans cette séquence, ce qu'on ferait. Françoise, on sait ce qu'elle ferait. Elle partirait, elle démissionnerait, elle partirait en vacances. Hein. Si vous étiez Emmanuel Macron aujourd'hui. Si j'étais Emmanuel Macron, j'aurais déjà pas proposé la réforme de la retraite. Il faut être un peu égomaniaque pour avoir fait ça. Voilà, il a le résultat aujourd'hui. Vous feriez quoi, Philippe, si vous étiez président aujourd'hui? Là, maintenant, là. Si Moi, vous étiez j'aurais Emmanuel pas Macron. utilisé le 49.3. Ouais. Je trouve Moi, que c'est c'est une pareil. grave faute démocratique. J'aurais été au vote. Sébastien Ménard, si vous aviez été Alors non, Emmanuel c'est Macron. j'aurais pas utilisé le 49.3, mais c'est pas une faute démocratique puisque c'est constitutionnellement Oui. prévu. Oui, oui. Après que tout ça ait été mal piloté, pour pas dire plus, c'est une vérité partagée autour de cette table. Eh ben, vous restez avec nous. Cette fois-ci, c'est vraiment le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. Alors, vous voulez requérir contre les courageux rétrospectifs les conseilleurs en chambre. Oui, en fait, ça m'est venu ce matin et ça n'est pas très original. Au lit. J'aurais pu parler évidemment d'une période terrible de notre histoire, l'occupation, la résistance, où à une certaine époque, on voyait plus de résistants que de Français. Et notamment 50 ans, 60 ans plus tard, je me rappelle des échanges avec des professeurs de droit qui me traitaient de haut parce que je disais je ne suis pas sûr de ce que j'aurais fait moi dans cette époque terrible. Eux, ils étaient persuadés qu'ils auraient été des héros. J'entends ce matin à propos de l'Iran qui continue, qui malheureusement s'enfonce de manière terrifiante dans une terreur à laquelle on ne se résout pas, mais qui malheureusement fait le lit de cette dictature atroce. J'entendais un chanteur qui avait quitté l'Iran parce qu'il disait certes, je ne peux plus revenir là-bas. Si je revenais, je serais immédiatement arrêté et pendu. Des héros en chambre auraient pu dire mais quel lâche, il y a des gens qui restent là-bas, qui se battent. Eh bien moi, je l'ai trouvé évidemment très courageux et je comprends parfaitement sa démarche. Donc j'ai en horreur les gens qui jugent après l'événement et qui oublient une seconde de se poser la question de savoir ce qu'ils auraient fait eux dans ces tragédies. Je pourrais en citer beaucoup, Cécile, évidemment, mais je ne veux pas prolonger les débats parce qu'on va parler peut-être d'autres sujets. Vous savez que c'est une très belle chanson de Goldman, hein, que j'ai toujours trouvée extraordinaire. Mais si j'étais né en 17 à Leidenstadt. C'est vraiment. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, il y a vraiment des authentiques courageux. Hein, voilà. Et il y a des authentiques lâches qui essaient de se masquer, de masquer leur courage. Donc là, je pense quand même qu'il y a un manque sur l'actualité aujourd'hui. C'est le 49.3. Je pense qu'il y a vraiment un manque de courage. Et ce matin, j'étais très sévère et tout le monde me trouvait sévère. J'ai dit Emmanuel Macron est tout sauf quelqu'un de courageux. Là, on a fabriqué cette espèce de personnage audacieux. Il ne l'est pas. Et j'avais dit, vous verrez, il n'est pas courageux. C'est-à-dire, Emmanuel Macron est courageux avec les faibles et souvent assez lâche avec les forts. Et là, c'est une véritable démonstration de cette espèce de personnage qu'on a fabriqué, que les médias ont fabriqué, qui n'est pas du tout ce personnage-là. Voilà, tout simplement. Et avec, pardon Cécile, l'hypocrisie de venir dire, je l'ai lu tout à l'heure,
l'heure, mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Non, mais non. alors, il fallait y aller. Bien sûr que non, il n'a pas. Il va falloir du courage à Sébastien Ménard pour vous contrer aujourd'hui. Et pour passer après Philippe et après Françoise, qui sont a priori bien en verbe et bien en forme, comme quoi les embouteillages, les manifestations. Moi, ça me rend assez joyeuse, en fait, les manifestations. Enfin, jusqu'à un certain point. Mais elle est omnipotente, Françoise, elle est partout, en fait. Elle est omnisciente et omniprésente. Et surtout constante sur le thème d'Emmanuel Macron. Oui, non, je suis constante sur le thème de la gauche, c'est pas pareil. Le sait, constante sur Emmanuel Macron. Non, sur la gauche. Moi, je le trouve. Non, parce qu'il lui arrive de dire des choses. Bien sûr, bien sûr. Laissez-moi libre de mes propos. Voilà. Je trouve que vous êtes constante. Sur l'Ukraine, moi, je suis les rares à me défendre sur l'Ukraine. Alors, tu vois quand même. Alors, c'est jamais simple. C'est jamais simple de défendre quelqu'un qu'on porte en amitié. C'est le cas, en tout cas, d'Emmanuel Macron pour ce qui me concerne. Ce qui est certain, c'est que il ne cesse, en tout cas sur cette réforme des retraites, de se prendre les pieds dans le tapis. Alors, force est de constater qu'il a quand même des dons d'acrobate, parce que pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. On verra ce que ça va donner. Oui. C'est-à-dire en quoi il s'en sort pas trop mal. Vas-y, développe, parce que c'est assez intéressant. Là, pour le coup, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte bien, non ? Quand même. Moi, je trouve qu'il est passé d'une minorité parlementaire à une majorité parlementaire relative. Voilà, parce que c'est quand même ça. Il a quand même réussi à siphonner une partie des idées du ventre mou de ce qui restait de la droite, parce que ça, c'est aussi une réalité politique. On parle d'aujourd'hui, là. Mais c'est une réalité politique, mais la réalité d'aujourd'hui, elle dépend aussi de ce qui s'est passé hier et avant-hier. Et que le 49.3, je le répète, je ne l'aurais pas fait, mais c'est un dispositif qui est totalement démocratique, imaginé par De Grey et par le général de Gaulle. Complètement constitutionnel, c'est pas pareil. Voilà, c'est exactement ça. Être constitutionnel n'est pas la même chose qu'être démocratique, Sébastien. Moi, je suis frappé déjà de la justesse. Parce que les outils de la Constitution ne sont pas démocratiques. Les outils de la Constitution, quand tu les utilises et que tu la tords avec des trucs et des ficelles, je ne sais pas si tu vois en 15 jours l'empilement des trucs et des ficelles constitutionnelles. 47.1, 44.4, 49.3. On est chez les dingues. Il a le droit de le faire. Mais entre le droit, si tu veux, et la raison politique, et le fait de respecter la démocratie sociale. Mais c'est une vraie question de dire est-ce que c'est un outil anti-démocratique ou pas. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas, notamment j'écoutais le patron des cadres de la CGC qui disait nous sommes face à une violence constitutionnelle, et je trouve assez intéressant de la part d'un syndicaliste aussi modéré d'avoir cette expression-là. Mais pour le coup, ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron puisque l'outil existe. Non mais d'accord, mais écoutez, il y a une c'est perversion politique. Mais écoutez, moi je veux bien qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. C'est de la faute. Philippe Bilger. J'exonérerais Elisabeth Borne. J'étais d'accord avec Marine Le Pen qui disait tout à l'heure, il faut arrêter de focaliser sur Elisabeth Borne, le responsable suprême. Mais on développera. On aura Sébastien, on n'est pas aussi sommaire. Avec grand plaisir. Oui, on n'est pas aussi sommaire qu'on en a. En tout cas, votre réquisitoire était tellement large qu'on a un petit peu dévié du point de départ, quand même, un petit peu. Mais c'était intéressant. Du coup, c'est ce qu'on aime. On aime les digressions. Allez, en parlant de digression, on revient dans un instant, on fait une petite pause et on revient avec Félix Mathieu, les trois mots dans l'actu, et puis on va revenir forcément sur cette éventuelle coalition des partis d'opposition en faveur d'une motion de censure. Est-ce que vous la souhaiteriez? Vous nous dites oui à 96%. À tout de suite. Avec Frédéric, on est ravis de vous retrouver. C'est un peu l'Assemblée nationale, le Sénat ici. C'est un peu le Parlement aussi. Des débats, puisque tout le monde vote, en tout cas un peu différemment, et c'est l'intérêt de ce groupe aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, et Sébastien Ménard, notre entrepreneur de la food tech, est avec nous. Et bien entendu, vous allez pouvoir, dans le cadre de cette question, souhaitez-vous une coalition des partis d'opposition en faveur de la motion de censure? Pour l'instant, sur notre question du jour, vous dites oui à 96%. Cécile, une information importante, attendez 2 petites secondes. Donc, Lyot, je vous en parlais tout à l'heure, le groupe Lyot va présenter une motion de censure. C'est Bertrand Plancher, l'un de ses responsables, qui vient de l'annoncer. Il le dit, s'il n'y a pas de démission au préalable du gouvernement d'Elisabeth Borne. On en parlera bien sûr dans quelques instants. L'objectif, c'est la motion de censure transpartisane qui est en train de se décider. Une seconde en disant que s'il y a une seule motion qui a une chance d'être votée et de faire tomber le gouvernement, c'est celle-là, bien sûr. Parce qu'il n'y a aucun signataire de la France Insoumise. Il faudra 287 voix. Il n'y a aucun signataire du Rassemblement National pour ne pas froisser les Républicains et les centristes qui sont sur cette motion. Mais la réalité, c'est qu'en coulisses, tout le monde votera cette motion, en tout cas, membres de l'opposition. Vous restez avec nous, vous voulez nous en parler, 0826 300 300. On vous attend bien entendu au standard tout de suite. 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio.
Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots sont forcément le 49.3, liste et bulldog. Le 49.3 dégainé par Elisabeth Borne. Le gouvernement engage finalement sa responsabilité. Pas de vote à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Des oppositions vent debout. Les manifestants convergent. Place de la Concorde. La liste de Didier Deschamps pour les qualifications de l'Euro 2024. Coup de jeune sur l'équipe de France. Et puis Cocorico, ou plutôt Waf Waf en l'occurrence. Le bulldog français détrône le Labrador comme race préférée des Américains. Les vraies voix Sud Radio. La parole est à Madame la Première ministre. Eh oui, elle a bien eu du mal à en placer une. La Première ministre a eu du mal à commencer son discours tout à l'heure avant même qu'elle n'annonce officiellement le recours à l'article 49.3 de la Constitution. La nouvelle était déjà éventée. Lors d'une réunion de crise, Emmanuel Macron a invoqué de trop grands risques financiers pour justifier ce 49.3. Finalement, après une suspension de séance, Elisabeth Borne a pu prendre la parole, mais couverte par le brouhaha et les Marseillaises chantées en boucle par des députés de la NUPS. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Des députés des oppositions, de toutes les oppositions, qui entonnent la Marseillaise et qui sont ensuite sortis de l'hémicycle furieux, annonçant des dépôts de motions de censure contre le gouvernement. Le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, pense même déjà à un référendum. C'est plus qu'un déni de démocratie. La Première ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre, n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. La suite, c'est le RIP, le référendum que nous allons déposer, défendre. Et pendant les 9 mois qui vont suivre, pour obtenir ces 4 millions de signatures, cette réforme devra être suspendue. Et donc nous avons encore l'espoir de l'emporter, de faire respecter le monde du travail et de créer les conditions que cette réforme ne soit jamais mise en application en rendant le pouvoir au peuple. Et désormais, des manifestants affluent place de la Concorde. La CFDT promet de nouvelles mobilisations à venir, tandis qu'à droite, Éric Ciotti indique à l'instant que son parti LR ne votera aucune motion de censure. Pour autant, il a aussitôt été contredit sur ce point dans son propre camp par Aurélien Pradier, selon qui chaque député reste libre sur ce point. Allez, venons-en maintenant à cette liste de Didier Deschamps en vue des qualifications de l'Euro 2024. Nous continuons. L'équipe de France doit se nourrir de la finale perdue en Coupe du Monde, mais sans non plus vivre dans le passé, affirme le sélectionneur des Bleus, qui a donc livré ses noms. Gardien de but, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Didier Deschamps injecte du sang neuf en équipe de France avec la convocation de 3 novices, dont le défenseur Wesley Fofana, le milieu Khéphren Thuram. Il rejoint donc son frère Marcus Thuram, qui lui était déjà là. Des qualifications de l'Euro 2024 auxquelles participera le doyen Olivier Giroud, 36 ans, privé de Hugo Lloris, de Raphaël Varane, qui eux ont pris leur retraite internationale. Deschamps a par ailleurs sélectionné pour la première fois le gardien lensois Brice Samba. Il maintient sa confiance envers Benjamin Pavard malgré les difficultés lors du mondial. Des Bleus qui vont donc affronter les Pays-Bas, ce sera le 24 mars à Saint-Denis. Ils iront défier ensuite l'Irlande le 27. Du 109 pour le foot, Philippe Bilger. Oui, pourquoi pas. Samba, moi, il y a des gardiens. Il y a un formidable gardien qui joue à Leeds. Il a Mélier. Voilà, on n'en parle pas, mais Samba est très bon et j'adore Lens en plus. Le Khéphren Thuram, Fred, c'est bien celui qui joue à Nice. Et qui ce soir joue donc en Coupe d'Europe, le dernier représentant. Physiquement, il est impressionnant. Les raids solitaires qu'il fait, c'est assez. Un milieu récupérateur très le sélectionneur Françoise de Gois, dodeline de la tête. J'aime bien beaucoup le discours de Deschamps, place aux jeunes, etc. Enfin, en réalité, les fondamentaux ne bougent pas. Il n'y a pas quelque
quelque chose de particulièrement révolutionnaire. Non. Moi, je me réjouis. S'il y a une chose qui me réjouit, c'est pas Olivier Giroud du tout. J'aurais aimé, moi, que Colomani soit titulaire véritablement. Giroud. Est-ce que c'est Giroud qui peut épauler Mbappé? Moi, je pense que le 109, ce qui m'intéresse, c'est la question du capitanat déjà. Qui va devenir capitaine de cette équipe de France? Il a été clair là-dessus. Didier Deschamps, pour l'instant, il ne le donne merci, pas. Je sais, j'ai regardé. Donc, je me tais, pardon, excusez-moi, Françoise. Au revoir, à demain. C'est pas ça. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Non, mais je suis en train. J'allais terminer ma phrase. Donc voilà. Ok, merci. On sait. Voilà. Et je me réjouis. Moi, on sait. Généralement, les femmes n'ont pas besoin que les hommes terminent leur phrase. D'accord. Voilà, je te le dis, surtout sur le sport. Génial. Je suis ravi. Elle est en forme. Vraiment, ça fait du bien de marcher. Et je suis ravi que Mike Maignan soit dans les buts. Voilà, ça me fait plaisir. Pour les pénaltys, il serait impeccable. Ah, ça, je suis d'accord. Ça va pas être la même histoire. C'est pas le même. On parle de l'équipe de France d'handball féminin. Je les connais par cœur. Je les ai soutenus pendant des années, Françoise. Non, on n'en parle pas. Non, on parle pas. Ok, d'accord. Allez, Sébastien. C'est marrant de voir vexé. Ah, j'adore. Sébastien Ménard. Allez, Sébastien Ménard. Moi, je suis fan de Didier Deschamps, donc je ne vais pas me raviser aujourd'hui. Il est bayonnais, il est de chez moi. J'aime ce mec. Fan. Eh ben, j'ai le droit. Je suis désolé, Philippe. Mais toujours le L'acquisition, c'est terminé. On peut pas te couper parce que les femmes n'ont pas le droit de couper la parole. C'est exactement ça. C'est vrai. Ce que je voudrais dire, c'est que indépendamment, c'est un jubilé. Indépendamment des choix de Didier Deschamps, ils traduisent aussi l'extraordinaire vivier dont nous disposons dans le sport français. Moi, je le vois dans le basket parce que c'est le sport que je soutiens et je préside un club de basket. Il y a un vivier incroyable de talent en France et c'est formidable que Deschamps ouvre 30, 40, 50% de son effectif à ces nouveaux talents. Et on termine rapidement par cette information aux États-Unis. Le Labrador a été détrôné par un autre chien. Détrôné par lui. Comment ça se fait? Détrôné par lui, par le bulldog français. Bah oui, c'est désormais le chien préféré des Français. Qui pète, vous savez, ce chien qui a la truffe écrasée. Le bulldog. Oui, c'est vrai que c'est un chien qui est quand même qui a des difficultés respiratoires avec sa truffe aplatie. C'est la faute à la consanguinité, à cette fameuse sélection génétique opérée par les humains depuis des décennies et des décennies. On n'a pas beaucoup de temps. La métaphore de je ne sais pas qui. Bon, voilà. En tout cas, sachez que Lady Gaga a contribué à le rendre populaire, ce bulldog français, puisque s'est fait voler ces deux bulldogs français et vu qu'Alitnel a offert une belle somme, $500,000 pour les retrouver, ça commence à prendre de la valeur, les bulldogs français aux États-Unis, désormais numéro 1. Merci Félix Mathieu. Ça ressemble. C'est les petits. C'est ceux qui pètent et qui ronflent. Comme ça, c'est comme ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce grand débat. Cette émission est vraiment surnaturelle. Du 49.3 au bulldog français. Les amis, s'il vous plaît, souhaitez-vous une coalition des partis d'opposition en faveur d'une motion de censure? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, vous dites oui à 96%. Appelez-nous, on a envie de vous entendre sur ce sujet. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix, une vraie voix particulière. Aujourd'hui, on restera au 49.3 ou pas. C'était vous de décider. 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Sébastien Ménard, bien entendu, est avec nous. Vous pouvez nous appeler et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, nous avons la preuve une nouvelle fois qu'ils ont choisi la brutalité, que nous refusons de nous habituer à la méthode du 49-3. Nous, on a déposé une motion de censure parce que depuis le début, ce qu'on dit, c'est que Emmanuel Macron nous emmène dans le mur. De tout ce que nous avons ensemble accompli durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Souhaitez-vous une coalition de partis d'opposition en faveur d'une motion de censure? Pour l'instant, vous nous dites oui à 96% sur notre compte Twitter avec Isaac de Guise qui nous dit un grand oui, c'est le moment ou jamais, tous ensemble. Donc c'est officiel, Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité pour faire passer la réforme des retraites, provoquant de vives réactions dans l'opposition. Marine Le Pen également a annoncé déposer une motion de censure, idem pour Olivier Faure et le chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, qui dénonce un basculement autoritaire. Pour l'instant, ces motions de censure sont prêtes face au gouvernement, Frédéric. Nous vous plongeons, les auditeurs de Sud Radio, dans l'ambiance terrible de cet après-midi. Tout d'abord, face à cette motion de censure, Elisabeth Borne relève le défi. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront
motion de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Sur ce, les députés quittent l'hémicycle et se confient face au micro. Marine Le Pen l'avait déjà dit un petit peu ce matin, on y va tous ensemble. Nous espérons que ceux qui s'apprêtaient à voter contre cette réforme des retraites voteront cette motion de censure. En ce qui nous concerne, nous déposerons une motion et nous voterons, comme je l'ai annoncé il y a des mois déjà, l'intégralité des motions de censure qui seront déposées. À cette idée d'y aller ensemble, les NUPES ont toujours été très gênés par rapport au Rassemblement national. Eh bien, écoutez cette réponse de Clémentine Autain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne ferme pas la porte. Chacun prend ses responsabilités, voilà. Donc nous, on dépose, on discute, on va voir comment se donner un maximum de chances, en effet, pour sanctionner ce gouvernement. Et chacun est responsable de son vote. Voilà, la situation est mise en place. Vous l'avez compris, nous ajoutons le dépôt par le groupe Liot, le possible dépôt de cette motion de censure. Vous avez compris, ça va être difficile pour le gouvernement. Et pour en parler, notre invité aujourd'hui, Bruno Cotresse, est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et Cevipof de Sciences Po. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un petit tour d'horizon chez nos vraies voix aujourd'hui. Philippe Bilger, une séquence importante. Oui, alors, comment dire, Cécile, est-ce qu'on peut garder l'essentiel pour plus tard? Parce que je ne voudrais pas manquer Bruno, qui est toujours très pertinent. Moi, ce qui me frappe, c'est que, d'abord, je trouve qu'Éric Ciotti, vous n'en avez pas parlé, se précipite en disant que les Républicains voteront contre la motion de censure. La moindre des choses, ce serait d'attendre. Aurélien Pradier vient dire que lui, oui, mais justement, je mettrais Pradier de côté, qui naturellement s'oppose à ce que vient de dire Ciotti, mais au sein même de ceux qui sont sur la ligne d'Éric Ciotti, il y a probablement des gens qui seraient prêts peut-être enfin sauter le pas. On n'est pas voué à être sans arrêt une béquille un peu agaçante à force. Est-ce qu'on est si peu de choses aux Républicains qu'on éprouve le besoin de se sacrifier en permanence pour d'autres dont la cause est mal en point? Je suis absolument d'accord. D'abord, je ne comprends pas comment les Républicains peuvent envisager de faire à nouveau un cadeau comme cela à Emmanuel Macron. Ils l'ont dans leurs mains. Ils l'ont eu dans leurs mains aujourd'hui, à tel point que je pense même qu'en grande partie, ils ont organisé ce 49.3 en déboussolant totalement Emmanuel Macron et Elisabeth Borne depuis ce matin. Ce matin, ils avaient leur compte. En fin de matinée, ils ne l'avaient plus parce que vous aviez les députés les Républicains qui disaient à l'un je vote et à l'autre qui disait je vote contre. Donc, ils ont organisé cela. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que la survie des députés passe par le clivage et le frontal avec Emmanuel Macron? Je pense que la réponse, évidemment, est oui. Deuxièmement, sur ces députés républicains, ils ne doivent leur élection qu'à eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils le vivent. Ils sont rescapés d'un enfer à 4%. Ils sont rescapés souvent d'un candidat Renaissance en phase 2. Donc, c'est impossible de les mettre au pas. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, l'émotion de censure. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Frédéric, avec ce que vous dites, parce que la ligne de la gauche a toujours été la même. Nous ne signerons jamais une motion de censure avec le Rassemblement national. Nous ne voterons jamais une censure du Rassemblement national, mais les votes sont libres. Si le Rassemblement national veut voter, ça a toujours été mais le discours était moins tranchant de Clémentine. Non, il a toujours été le discours comme ça. Mais c'est pas la peine de dire. Je vous dis que on peut ressentir les choses aussi. Vous avez le droit, mais c'est une erreur politique de dire ça. Ils ont toujours été clairs là-dessus. On peut pas dire à un député je vous interdis de voter ma motion. C'est comme si vous disiez à un auditeur je vous interdis de m'écouter. Ça n'existe pas. Ça. Donc ça c'est le premier, le deuxième et le dernier point. C'est le quatrième. La seule motion. Pardon, le 12e. Je termine, pardon, parce que c'est assez passionnant. La seule motion, à mon avis, qui peut être susceptible d'être votée, c'est celle portée par Charles de Courson de Liberté des Territoires. Et c'est assez fin d'avoir fait ça. Le fameux Liot. Voilà. C'est ce que vous annonciez tout à l'heure. En plus court. Pardon, excusez-moi. Sinon, on va perdre Bruno Cotresse. Oui, pardon, Bruno, pardon. La prochaine fois, je veux parler en premier, parce que sinon, à chaque fois, Bruno est là jusqu'à 45. Non, je dirais très simplement que on verra, on va voir là si l'ensemble des partis d'opposition qui, pour certains, ont été dans la majorité et dans un passé pas si lointain. On verra si finalement ils vont réussir à dépasser cette hypocrisie qui consiste à dire je ne peux pas m'allier à l'un, je ne peux pas parler à l'autre, etc.
etc. Moi, à leur place, et je suis plutôt dans le camp du président de la République, à leur place, j'irai au bout de cette logique. On les a ubérisés, on les a disruptés, on a disrupté toutes ces majorités depuis 2016. Bon ben voilà, aujourd'hui on verra bien si finalement les arrosés sont capables de prendre leur revanche sur l'arroseur. Bruno Cotresse, on a un petit panel. À Bruno Cotresse. Vous allez faire la synthèse, Bruno. Pardon, Bruno. Reconnaissons quand même que nous arrivons. C'était aujourd'hui la 100e motion de censure de son histoire. Oui, de la 5e République. Voilà, la 11e d'Elisabeth Borne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci, elle est peut-être historique. Oui, clairement, elle est historique. On a vu cet après-midi une ambiance absolument incroyable à l'Assemblée nationale, avec des députés qui ont entonné la Marseillaise pendant que la Première ministre essayait vainement de se faire entendre. Donc effectivement, une motion de censure qui va être assez historique parce que c'est tout simplement peut-être le deuxième mandat d'Emmanuel Macron qui est en train de se jouer. Je ne crois pas beaucoup à l'hypothèse que toutes les oppositions ensemble vont se souder pour voter une seule motion de censure parce que tout le monde n'a pas la même conception de la situation et tout le monde surtout n'a pas la même stratégie à horizon de l'élection présidentielle de 2027 et des élections intermédiaires qui viendront avec, mais incontestablement on est sans aucun doute dans le moment de difficulté le plus important qu'ait rencontré Emmanuel Macron depuis la crise des Gilets jaunes. Oui, Philippe Bilger. Bruno, j'ai vraiment une impression étrange, d'ailleurs vous l'avez dit à l'instant, qu'on ait été pour ou contre les retraites. La réaction à cette manière, à mon sens, peu démocratique du gouvernement d'utiliser le 49.3 a suscité une sorte de révolte spontanée de la part d'un certain nombre de gens qui ne sont pas que des gens de gauche ou d'extrême gauche. Est-ce qu'on ne se trouve pas comme si épidermiquement on avait le sentiment d'une grave faillite démocratique? Tout de même, est-ce que vous comprenez cela? Mais oui. D'ailleurs, quand on écoutait les députés républicains opposés à la réforme des retraites motiver leur point de vue, ils ont tous utilisé deux argumentaires. Le premier, c'était ils sont en désaccord sur le fond, la réforme n'est pas juste. Et deuxièmement, c'était la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils n'avaient pas envie de faire un cadeau à Emmanuel Macron, considérant que le président de la République et l'exécutif ne conduisent pas bien le pays et brutalisent les oppositions. Et c'était très clair dans l'ensemble des députés LR que j'ai entendu motiver leur opposition, c'était toujours ces deux aspects qui étaient liés. Petite courte, Françoise, on a des auditeurs. Bruno Cotresse, juste une question. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pensez pas que pour une fois, par rapport à ce que vient de dire Philippe Bilger, la motion Lyotte qui sera portée par quelqu'un qui est unanimement reconnu sur les bancs de l'Assemblée, Charles de Courson, assez finement faite parce qu'elle n'est pas signée par les extrêmes, aucune gauche radicale ou droite radicale. Je ne comprends pas comment vous ne pensez pas qu'elle peut être votée. Moi, je crois qu'elle peut être votée. C'est la seule qui peut être votée. Alors c'est sûr que c'est la seule qui peut être votée compte tenu du prestige dont dispose le député de Courson à l'Assemblée nationale, unanimement considéré et respecté sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. Donc s'il y a quelqu'un qui peut porter une motion de censure qui soit transpartisane, c'est bien lui, effectivement. Mais néanmoins, du côté des Républicains, ils ont un autre enjeu. Quel message font-ils passer à leurs électeurs? Quel message font-ils passer à leurs sympathisants? Ce soir, on ne sait plus très bien quelle est la position de ce parti politique sur une question aussi importante que les retraites. Que vont-ils dire en 2027 quand ils voudraient présenter un candidat et qui dira on manque d'un financement pour les retraites? Donc on sent quand même que ce mouvement politique est toujours quand même tiraillé avec des fortes tensions à l'intérieur. En tout cas, ça sonne beaucoup au 0826 Et merci 300, à Bruno Cotresse qui nous quitte. Merci beaucoup. Merci pour cette analyse. Il avait des rendez-vous. Bravo pour votre récent article, Bruno, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Encore merci Bruno Cotresse. Merci beaucoup. Merci Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CNRS et CEVIPOF de Sciences Po. 0826 300 300. Christian est avec nous. Christian. Oui. Bonsoir. Oui, rebonsoir à tous. Le débat là, qui est parti sur l'antenne est vraiment très intéressant. Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que tout ce qui est dit est très raisonnable et très pertinent. Et à la question qui est posée, sincèrement, je pense que une motion de censure, c'est un outil constitutionnel comme un autre, dans la logique de tout ce qui a été fait jusqu'à présent par le gouvernement, ma foi. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. J'ai entendu le terme d'arroseur arrosé. Ça me va assez bien, quoi. Je pense que là, on est à la croisée, que Charles de Courson est quelqu'un de très écouté, de très entendu. Pourquoi ne pas suivre cet avis?
Ouais. On va faire réagir Sébastien Ménard. Je répète ce que je disais, c'est que politiquement, je pense que les macroniens, on est allé au bout quelque part de la dialectique macronienne dite du en même temps, où clairement on a quand même siphonné les meilleures idées, en tout cas de la deuxième gauche, et les meilleures idées de ce que la droite de gouvernement républicaine était susceptible de nous apporter électoralement. Bon, il était normal qu'à un moment donné, on arrive à la fin de la séquence. A fortiori, quand on essaye de dire on fait une politique participative et inclusive, alors qu'en fait on cultive quand même en grande partie l'entre-soi. Des trois là, entre Philippe Bilger, Françoise et Sébastien Ménard, qui l'aurait voté? Vous voteriez, vous, la motion de censure, Philippe Bilger? Ah oui. Oui. Mais, pardon, moi ce qui m'exaspère, c'est la manière dont Emmanuel Macron, je vais très vite, parvient toujours, même au sein j'allais dire presque d'une transgression grave de l'esprit démocratique, à se sauver la mise, en disant, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais mon intérêt, c'était tellement plus facile d'aller au vote. Alors moi, je suis d'accord, ça s'appelle, moi j'ai toujours pensé que c'est de la perversion intellectuelle d'Emmanuel Macron. Le en même temps est une perversion intellectuelle parce qu'il est poussé à son paroxysme. La réalité, c'est que personne ne prend au sérieux les explications d'Emmanuel Macron. C'est tout à fait évident. Tout le monde essaie de faire porter le chapeau à Elisabeth Borne, mais les gens ont bien compris que la personne responsable, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a été pour ça. Moi, je la vote et je voterai bien sûr Charles de Courson parce que je suis de gauche, mais je fais partie des gens qui admirent ce personnage. Question à Sébastien Ménard, parce que vous, évidemment... Allez-y. Alors, l'auditeur ou Sébastien? Sébastien. L'auditeur, allez-y. Allez, l'auditeur. Richard, petite 0826 300 300, Richard qui attend depuis tout à l'heure. Bonsoir, oui. Richard. Bonsoir à vous. Bonsoir. En fait, c'est intéressant et c'est l'heure d'Aurélien Pradier. Il faut qu'il parle. Ah. Il peut reconstruire un républicain. Il faut juste qu'il se situe, qu'il provoque la dissolution. Et sinon, si c'est le courant anxiotique qu'il apporte, les républicains seront morts pour les prochaines élections. Ils n'auront rien fait, ils auront suivi et ils auront cautionné tacitement. Donc là, c'est son le moment. retour des républicains en force. C'est ce qu'on attend. Richard, restez avec nous. Sébastien Ménard, qu'est-ce qui était le plus risqué pour Emmanuel Macron? D'aller au vote et de risquer d'être finalement à dissoudre l'Assemblée nationale, ou le 49-3 et de mettre le feu dans le pays? Ce qui est le plus compliqué, c'est pas le 49-3, parce que le 49-3, il peut passer en force si l'hypocrisie des oppositions va à son terme. C'est-à-dire, on n'est pas capable, quand on est NUPES, à s'asseoir à côté d'un frontiste, qui n'est pas capable quelque part de partager sa table avec un centriste, etc. etc. On verra bien. Moi la vérité m'oblige à vous dire, pour paraphraser mon copain, que si je suis intellectuellement honnête jusqu'au bout, je serai dans l'opposition, j'aurai aucun tabou à voter cette motion de censure. A fortiori, si c'est Charles Amédée de Courson, qui est un vrai centriste de droite, qui la porte et qui l'incarne. 0826 300 300, vous pouvez continuer bien entendu à commenter cette actualité. On va revenir sur Elisabeth Borne aux alentours de 18h30. Est-ce qu'elle doit démissionner? Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire? On vous attend au standard dans un instant. Le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix avec Frédéric Brindel. On est avec vous jusqu'à 20h et avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard jusqu'à 19h avec un moment, une séquence. Alors il y a une séquence de l'actu incroyable, mais là il y a une séquence dans l'émission incroyable, c'est le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On s'en fout du 49.3. C'est une institution. C'est une institution. Quoi qu'il se passe, elle demeure. Et Christian, notre auditeur, ne doit pas se tromper dans son choix. Christian, attention. Il n'y a pas de coalition là. Enfin, il y aura une coalition, mais contre qui vous allez vouloir jouer? Contre Françoise, contre Philippe Bilger ou contre Sébastien Ménard? Je suis faible là, moi. Vous devriez me choisir. Contre un pays de rugby, contre Sébastien. Oh là là. Dites-lui de basket aussi, pour thèse. Ouais, basket, mais moi je suis plutôt rugby. Donc. Moi je suis plutôt hand, ça va. Vous êtes d'où? De 7. Vous n'êtes pas très loin. On a le MHR à côté, oui. Les champions de France. On va vous aider, vous allez gagner. Enfin, Montpellier en handball, c'est surtout le handball. On n'a pas beaucoup de temps. Françoise, attention. Avec Philippe Bilger et donc du côté de Christian. C'est une question Kikadi. Kikadi, il n'y a jamais eu d'union ni de rupture avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe? Non plus, pas du tout. François Bayrou? Non. Véran?
Non. On n'est pas dans la bonne direction. Éric Ciotti, c'est pas un républicain? Non, justement, pas du tout. Il n'y a pas d'union ni de rupture. Alors, François Hollande? On peut même pas dire que ce soit un homme politique. C'est pas un homme politique. Ah bon? C'est un syndicaliste. Ah ben Berger. Berger. Effectivement, Françoise Degois. c'est Laurent Berger. 2 points. Voilà, on est à 2 points. Allez, on y va. Autre question Kikadi. Dans le cadre de la réforme des retraites, Kikadi, ouvrez les guillemets, quand on est contre la réforme, on vote contre. S'abstenir, c'est voter pour. Alors, qui? Ils sont nombreux à l'avoir dit. Ce sont des banalités, c'est très dur de dire qui a Marine Le Pen. Oui, eh bien Bravo, voilà. Christian. À force de Marine Le critiquer Pen. le jeu, Christian, lui, il agit et il répond. Eh ben voilà. Bravo, Christian. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train d'écraser Sébastien Ménard et ça me plaît. Oui. C'est une sale journée pour les macronistes, en fait. Question. Yann est de retour. C'est une question Kikadi en évoquant Emmanuel Macron. Il est prêt à tout foutre en l'air pour son ego personnel. C'est Mathilde de Panot. Non. Non, je sais, c'est Sandrine Rousseau. Non, c'est un homme. Oui, alors c'est Fabien Roussel. Vous avez dit Sandrine Rousseau. Elle était contre qui? Elle était contre ELV et Julien Bayou. Oui. Julien Bayou, effectivement. Et voilà. La tôle, Sébastien Ménard. Moi, je peux pas dire du mal du président. On est à 6-0. On rappelle, c'est 2 points par bonne réponse directe. Ça ne servira pas pour de faits justificatifs. Christian de 7. Christian de 7 est en tête. Bravo l'Arago. Là, c'est du volleyball. Ah oui, bah oui, l'Arago 7, le volley, bien sûr. Merci. Bah oui. Bon, alors, Kikadi, en évoquant Elisabeth Borne, ouvrez les guillemets, la réalité, c'est qu'il faut qu'elle parte. Fabien Roussel? Non. Aurélien Pradier? Non plus. Allez plus sur les femmes. Allez plus sur les femmes. Sandrine Rousseau? Non. Clémentine Autain? Non. Marine Le Pen? Oui. Marine Le Pen vous fait gagner. Françoise Degois, remerciez Marine Le Pen, elle vous fait gagner. Pardon, excusez-moi. Je ne réponds pas de Yen. Normalement, la Yen doit ricaner. Mais là, on est à 8-0, non? 2, 4, 8, mais tu te rends 0. compte quand tu poses ta question. C'est une question Assemblée nationale. Tout le monde peut répondre. Qu'est-ce qui a provoqué une suspension de séance à l'Assemblée nationale? La Marseillaise chantée par l'ensemble des députés parce qu'il y avait le Rassemblement national qui chantait aussi. Et les Républicains. Voilà, allez, on y va. 10-0. Et 10-0. Encore une? Allez, attention, question chiffre. On va s'arrêter là. Combien de fois le 49.3 a-t-il utilisé? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Françoise Degois. 100. On est vraiment. Mais sortez là. On est vraiment. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Que fait la police? Ça n'est pas fini. Là, vous pouvez gagner Sébastien Ménard si vous êtes rapide. Attention, rapidité, question foot. Qui vient d'être élu président de la FIFA? Infantino. Oh, c'est pas vrai. Sébastien, bien sûr que si. J'ai même pas le temps de parler. Non, mais ça va. Et tu aurais pu dire réélu, oui, bien sûr. Ah non, c'était trop facile. C'était trop facile. On a gagné. On a gagné. Bravo, bravo. Merci. Imbattable. Je dois dire que c'est un magnifique 12-0. Vous restez avec nous. J'ai mis le retour de Cécile parce que hier, on n'a pas eu un seul Kikadi. Ah ouais. Mais tout le monde m'en veut ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là. Allez, dans un instant, le coup de cœur de notre ami Frédéric Brindel. Vous allez voir. Il est très bon. A tout de suite. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Je vais dire Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous et notre chef d'entreprise dans la food tech, Sébastien Ménard, bien entendu. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la nourriture qu'il nous a apportée? Absolument. Et qui est excellente. Voilà, merci, je tiens à le dire. Ce sont des petites barres énergétiques. C'est délicieux. Dites-nous tout, c'est quoi ces petites barres énergétiques? En fait, c'est ce qu'on appelle des substituts de repas. Oui. Voilà, donc c'est des substituts de repas. Là, pour le coup, ils sont solides parce que je les fais aussi en poudre et à réhydrater. Et c'est très utilisé et plutôt bien utilisé par un certain nombre de champions français, européens. Des basketteurs, des footballeurs, j'ai des Ironman, j'ai vraiment un joli public et une belle communauté que je salue. Est-ce qu'on peut grandir avec ça? Oui, en taille. Non, ça, il n'y a rien à faire pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai plein de solutions pour toi, Cécile. Lorsqu'on les prend, Sébastien, on devient un grand sportif. Faut pas. Ça marche pas dans l'autre sens. Hors en tête, je vous expliquerai toutes les qualités et toutes les allégations produits que ça peut vous apporter. Envoyez-en quelques-uns à Emmanuel Macron. Allez, restez avec nous. Tout de suite, le coup de cœur de Frédéric Brindel. Les vraies voix Sud Radio.
Bon, cher Frédéric, vous vouliez revenir sur cette brigade criminelle et l'Office central de lutte contre le crime organisé. Oui, alors, décontracte, tranquille au départ. Mais au bout du compte, c'est un coup de génie. Pourquoi ? Alors, ils enrayent en fait une organisation style cartel sud-américain, mais version biberon. Excellent, Bernard Lavilliers. Ah ouais, trafic. Alors, arrestation, 9 suspects en garde à vue, tenez-vous bien, des 18-20 ans, qui ont dû peut-être d'ailleurs regarder le coup du parapluie de Pierre Richard. Bienvenue dans la famille. Et moi je le comprenais très vite. 10 millions de centimes. 5 maintenant et 5 après. Oui, ça se joue un petit peu comme ça, vous voyez, on s'amuse, tiens, un petit gage, tout ça. Et la scène se passe gare Montparnasse à Paris. Un contrôle à l'intuition, comme ça, ce garçon à capuche, tout de noir vêtu, a l'air tendu. À ce moment-là, on imagine la procédure habituelle. Il n'y avait vraiment pas de quoi prévenir la police, en effet. Écoutez, je me suis affolé, puis j'ai perdu la tête. Vous l'avez récupérée ? Votre tête ? Bah oui, elle est là. Les enquêteurs de la brigade criminelle peuvent être d'ailleurs encore plus présents. Allez, faisons-nous plaisir. Parlez-moi de vos relations. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'entends par là ? Écoutez, avec le standing de mon restaurant, mes relations, c'est un peu le tout Paris. Vous me prenez pour un imbécile ? Pas du tout. Parlez-moi de votre vie privée, ça ne sortira pas d'ici. Et vous non plus, si vous vous foutez de moi. Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Toute ma passion, c'est mon restaurant. Vous n'allez pas me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la Charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé. Alors, trêve de plaisanterie. Les enquêteurs tombent, lors de cette interpellation, sur bien plus qu'un délinquant des cités. Il est un des membres d'une des organisations de tueurs à gages, peu précautionneux d'ailleurs, parce que certains se téléphonaient comme ça, sans filtre, pour négocier des armes. Je vous l'accorde, en Belgique, on parle de Dickeneck. Maman, Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire Non. Ah non, ta lunette, qu'est-ce que tu veux, maman? Ah non, dans la boîte à gants, hein. La boîte à gants, elle reste en voiture, hein. Bon, alors, vous dites, mais où il va en venir? Ben écoutez, même si les contours du succès de nos policiers semblent anodins, ils ont sans doute mis le doigt sur un possible nouveau business de banlieue. Tueur à gages pour clients avides de vengeance. Et là encore, bravo à la crime et ses équipes, parce qu'on est bien loin de Pierre Richard. Ça fait réfléchir, hein, parce que... Non, mais c'est un vrai, c'est un nouveau trafic. Tu demandes les textes et c'est Benoît qui... Oui, voilà. Benoît Goutorbe, qui est notre réalisateur. Qui est une perle. Voilà. Mais vraiment, encore une fois, coup de chapeau aux policiers, parce qu'on se dit c'est des gamins, mais attention, derrière c'est grave. Oui, moi, bien sûr, ça prête pas à rire. Patrick Roger en a parlé ce matin. J'étais complètement sidéré. J'ai un souvenir, il y a quelques années, d'avoir été à Sao Paulo. Vous savez que c'est une ville qui est connue pour sa grande délinquance. Et le consulat à l'époque nous avait dit, vous ne sortez pas non accompagné. S'il vous prend l'envie de sortir, moi j'avais envie de sortir parce qu'on voulait aller voir des galeries d'art, parce que paradoxalement, il y a des galeries d'art, mais dans les favelas. Et il nous avait dit, prenez le portefeuille du voleur. Alors, le portefeuille du voleur, en fait, c'est un portefeuille quand vous vous faites braquer au feu rouge, c'est le portefeuille que vous donnez dans lequel vous avez mis à peine quelques pièces. C'est-à-dire le vrai portefeuille, vous ne le donnez pas, mais il faut absolument donner le portefeuille du voleur, sinon vous risquez de prendre un pruneau de mômes qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et ça m'a fait penser absolument à ça. Cette délinquance, il n'y a rien de drôle, je trouve ça complètement dingue. Un réseau de tueurs à gages, de gamins. Ça me fait passer au Brésil des années 2000, quoi. Mais on est en France, donc c'est très angoissant. Ça fait peur, ça fait peur. Et après, ça fait peur, ça fait du clic. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Comment tu t'es rattrapé au branche? Elle est forte. C'est de la transition, tout simplement. Action, réaction. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Félix Mathieu, dans le top tendance ce soir, on retrouve, à votre avis, quel chiffre? Le 49.3 et Concorde. Une manifestation éclate autour de l'Assemblée nationale contre le 49.3 et se dirige vers la Concorde et les Champs-Élysées, écrit Laurence Mathias, qui se présente comme un gilet jaune insoumis et qui partage ici une vidéo, celle qu'on entend, vidéo de QG, Quartier Général, un média en ligne, média qui partage peu après les images d'une place de la Concorde remplie de monde.
D'autres hashtags viennent d'apparaître en haut des top tendances Twitter qui sont très fébriles depuis cette annonce du 49.3 ces dernières heures. Parmi les expressions les plus utilisées sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on trouve pêle-mêle, je cite, révolution, Louis XVI, motion de censure ou encore Charles de Courson. Et je n'invente rien, Charles de Courson, du nom de ce député centriste qui pourrait porter une motion de censure transpartisane à l'Assemblée. Beaucoup de publications qui en appellent à se réunir, qui en appellent à des manifestations spontanées avec des expressions, des images un peu qui reviennent de l'époque Gilets jaunes, qui refleurissent sur les réseaux sociaux cet après-midi et ce soir. Philippe Bilger. Louis XVI, c'est intéressant, ça revient. Et de fait, je continue à ressasser l'idée que l'hostilité politique à l'égard d'Emmanuel Macron n'a rien d'original. D'autres présidents l'ont connu, mais que lui, c'est plus grave et plus profond. À tort ou à raison, on l'assimile à du régalien, à une détestation d'une sorte de royauté qui ne dit pas son nom, avec le mépris du peuple qui va avec, allégué ou réel. Moi, je me demande comment il a fait. Alors, je pense qu'il a petit à petit, il a basculé dans l'affaire personnelle, comme souvent les présidents de la République. Mais lui, s'est poussé à son paroxysme. Mais souvent, les présidents de la République s'entêtent. Regardez François Hollande avec la déchéance de nationalité. Il y a un entêtement, malgré toutes les alertes données par quelqu'un d'aussi raisonnable que Laurent Berger. Attention, le 49.3, ce sera chaotique. Vous allez créer une situation chaotique. Eh bien, je ne comprends pas comment il. Ce qui n'était pas une menace venant de. Non, bien sûr que non. Et ni d'ailleurs de Philippe Martinez. Ils ont démontré qu'ils sont capables de gérer merveilleusement le mouvement social depuis 2 mois. Eh bien, il n'a pas entendu. Je trouve ça complètement inimaginable. Françoise Degois, pour soutenir ce que vous dites, pour l'instant, des images nous arrivent de la place de la Concorde. Ça devient de plus en plus tendu. Énormément de monde, beaucoup de jeunes et déjà des heurts, des feux, beaucoup de tensions. Donc, les premiers effets du 49.3 se font sentir en ce moment même où nous vous parlons, devant l'Assemblée nationale sur la place de la Concorde. Sébastien Ménard. Alors, est-ce que c'est la conséquence mécanique et populaire de cette annonce du 49.3 ou est-ce que c'est, je dirais, des rassemblements opportunistes de jeunes qui n'ont rien compris à la réforme et qui n'ont rien compris au 49.3 ? Voilà, permettez-moi de douter du bien fondé de celles et ceux qui... Voilà. Il y a beaucoup de drapeaux de syndicats quand même sur les images. On voit beaucoup de drapeaux syndicaux. Et puis je pense en plus que les Français, c'est un peuple extrêmement politique. C'est un des peuples les plus politiques du monde. Ils ont parfaitement compris, depuis le temps qu'il est utilisé, ce qu'est le 49.3. Donc je crois que les jeunes connaissent parfaitement le 49.3, en tout cas ceux qui manifestent. Et le pire, c'est le spontané ou l'improvisé. Là, c'est... Je vous assure qu'il n'y avait rien, parce que pour avoir traversé la manif, c'est pour ça que j'étais en retard, il n'y avait rien de préparé. La meilleure, là, pour le coup, je m'inscris en faux, parce que la meilleure des improvisations en politique, elle se répète souvent en coulisses. Oui, mais là, il y a eu quelque chose d'immédiat, Sébastien. Oui, des choses qui sont agrégées. On continuera, si vous permettez, à 18h30, puisqu'on va revenir, non, je vous en prie, Françoise, sur le coup de projecteur, justement sur est-ce qu'il faut que Elisabeth Borne démissionne. Ça va être la question qui va arriver très très vite. Vous dites oui, vous dites non, vous attend bien entendu au standard. Et juste avant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix, parce qu'il y a effectivement le gouvernement, les 49.3 et tout ça, mais il y a d'autres aussi sujets qui montent et dont on a envie de parler. Et c'est les vraies voix qui vous les proposent. On reste ensemble jusqu'à 20h. Tous autour de la table. Absolument. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et on est là, bien sûr, vous nous entendez, on débat hors antenne. Bien entendu, on va débattre aussi à l'antenne dans quelques instants, dans une petite dizaine de minutes, sur cette nouvelle question pour les vraies voix et pour vous, au 0826 300 300. Sur cette question du jour, est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne doit démissionner? Pour l'instant, vous nous dites un grand oui à plus de 96%. Vous attend au standard pour en parler. En attendant... Et nous vous tenons toujours au courant, bien sûr, de ce qui se passe sur la place de la Concorde, où des heurts avec des manifestants, une manifestation qui s'est créée en réaction, visiblement, à la décision de déposer le 49.3 à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne. Et tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Et au contraire, n'arrêtez pas de dire des trucs. Philippe Bilger, il y a du nouveau dans l'affaire Yvan Colonna. Ah oui, il y a quelque chose de très intéressant. La veille de l'assassinat d'Yvan Colonna, on a noté que
celui qui a causé l'assassinat, qui était signalé depuis des mois comme étant extrêmement dangereux, eh bien, a dit clairement « je vais te tuer ». Je vais le tuer, pardon. Et cette phrase extrêmement menaçante a été signalée immédiatement par un agent pénitentiaire, une femme, et apparemment elle n'apparaît plus nulle part dans les enregistrements qui ont été faits, et elle n'a pas été communiquée à la commission d'enquête là-dessus. Et donc tout ça montre que pour une fois, ça n'est pas totalement un fantasme que d'avoir que de supputer peut-être que Colonna a été tué dans des conditions très étranges où on a laissé faire ce type extrêmement dangereux qui était totalement signalé. Et donc, pour une fois, encore une fois, les Corses, le ressentiment corse risque d'être encore nourri davantage. Ouais. Ça pose des problèmes de sécurité à l'intérieur des prisons aussi. Ouais, quel que soit ce dont a été coupable Colonna, on ne meurt pas en prison de cette manière-là. Voilà, il y a un assassinat, probablement, alors peut-être un assassinat pur et simple avec préméditation de Colonna, oui. Sébastien Ménard, non. Pas mieux. La France est un état de droit et le droit s'exerce à l'extérieur des établissements pénitentiaires comme évidemment à l'intérieur. Françoise Degois, avec vous pour le tour de table. Focus sur l'Iran où les hommes se voilent en signe de solidarité et les femmes jettent leur voile au feu. Oui, alors vous savez que c'est tous les mois maintenant, nous parlons dans les vraies voix de l'Iran parce que je pense que c'est le seul moyen de combattre, c'est le seul que nous avons, il ne faut pas les oublier. Au moins 2 fois par mois. Au moins 2 fois, ouais, mais c'est vrai, pardonnez-moi, mais je pense que nous devons absolument le faire parce que je vois bien, ayant beaucoup d'abonnés Twitter, je vois bien à quel point finalement c'est beaucoup moins retweeté, je vois bien à quel point les gens qui donnent les informations, il y a des journalistes remarquables qui donnent ces informations, je vois bien que c'est beaucoup moins liké, je vois bien que le flux est moins important parce que on passe à autre chose, parce qu'il y a l'Ukraine, parce qu'il y a le 49.3, donc je le redis, la révolte continue en Iran, les dernières nouvelles, c'est incroyable, les étudiants hommes, c'est magnifique, qui se voilent en signe de solidarité avec les femmes et pour montrer à quel point il est ridicule d'obliger les femmes de se voiler, donc ils se prennent en photomaton, en train de tirer la langue avec leur voile, je trouve ça juste exceptionnel. Et puis ces femmes qui continuent avec beaucoup de courage à brûler leur voile, à manifester. Je rappelle que ce régime gaze sa population, exactement comme Bachar el-Assad en Syrie. Je voulais simplement dire, n'oublions pas les Iraniens. Je sais que vous les oubliez pas, mais vous avez des réseaux sociaux, s'il vous plaît, tweetez, likez, retweetez les vidéos. Il n'y a que ça que nous puissions faire dans ce pays absolument fermé. On parlait du courage tout à l'heure avec Philippe Bilger dans son réquisitoire. Là, je dois dire qu'on est en plein dedans. Là, on est au paroxysme du courage. Ils nous sidèrent de leur courage. Et impuissance de la communauté internationale aussi. Sébastien Ménard. L'acheter peut-être. Au rapport. Peut-être aussi. Sébastien Ménard, c'est à vous, Sébastien. Jean Dujardin bashing. Vous avez vu Jean Dujardin le week-end dernier qui chantait et qui clamait son amour de la France et de nos territoires. Et a priori, il l'a tellement bien fait qu'on a assisté, suite à la sortie de Jean Dujardin sur les réseaux sociaux, à un bashing de Jean Dujardin. Et moi, j'ai trouvé ça gratuit, consternant. Et c'est un exemple qui, quelque part, doit attirer notre attention. C'est l'exemple qui dit quelque chose de notre société, de notre époque. En effet, on vit dans une société où tout le monde donne son avis, sur tout et tout le temps, et donne l'impression de briller. Voilà. C'est ce qu'a dénoncé Jean Dujardin. Avec évidemment, comme on me demande d'être poli, je vais être poli, je ne vais pas citer Jean Dujardin dans le texte, mais pour paraphraser Emmanuel Macron qui disait qu'il y avait 60 millions de procureurs, là on a aujourd'hui 70 millions de commentateurs. Et ils se sont jetés par centaines sur Jean Dujardin. Là, typiquement, les gens se sont déchaînés sans raison sur un Français qui a réussi, dont on devrait être tous collectivement fiers et prendre pour exemple. Alors, Jean Dujardin, c'est qui? Jean Dujardin, c'est, en tout cas pour moi, qui aime la culture populaire, notre Jean Gabin du XXIe siècle. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs s'ils partagent le même prénom. Il est aussi l'un des rares représentants de la France et du cinéma français qui s'exporte et qui s'est exporté au bout du monde sans nécessairement s'y installer. Vous voyez, parce que lui, il est revenu et il a dit moi je suis très content d'aller aux États-Unis, mais je suis très content de revenir et je préfère manger des rognons dans une auberge de province plutôt que de manger du tofu dans un restaurant à la mode de Paris.
été critiqué exactement alors? Il a été critiqué parce que il a dit que il voudrait créer un hashtag. Alors je vais le dire, désolé pour la grossièreté, ferme ta gueule, parce qu'il en a marre d'écouter des gens déblatérer notamment sur les réseaux sociaux leurs conneries. Voilà. Donc moi je vois depuis quelque temps finalement il y a cette mentalité qui monte, qui consiste à bâcher. Voilà, à lyncher les gens qui réussissent. Voilà, que ça soit dans la culture, ça c'est nouveau, que ça soit dans le sport, on l'a vu avec Olivier Giroud, ou dans les affaires avec Bernard Arnault. Voilà, donc on a le droit de pas les aimer. Moi, on a le droit de pas les aimer. Il est vraiment un gros bof. De quoi il se mêle? Ferme ta gueule quand Omar Sy, parce que je pense. Non. J'étais sûr que Françoise serait pas d'accord avec moi. Mais c'est pas ça. Mais tu parles des gens qui préfèrent s'installer à l'étranger. Je pense à Omar Sy. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se fait tartiné par Valeurs Actuelles. C'est hallucinant. Là, il y a Valeurs Actuelles qui met en exergue pauvre Jean Dujardin, mis en valeur par tous les Zemmour et les Valeurs Actuelles. Tu m'étonnes qu'ils se fassent bâcher. Mais pourquoi politiser toujours mais c'est pas moi. Moi, je politise pas. C'est pas moi. Moi, je ne fais rien de tel. On s'en fout qu'il soit soutenu par quand Omar Sy, bien sûr, mais quand Omar Sy parle, il se fait dézinguer. Omar Sy habite à Los Angeles. Oui, mais il paye ses impôts en France. Je veux dire, je peux terminer mon truc. Non, je peux quand même dire qu'il y en a marre des conneries sur Omar Sy. Omar Sy paye ses impôts en France, qu'on soit tous clairs là-dessus. En conclusion, Sébastien Ménard. On serait bien urbain d'aimer et de soutenir celles et ceux qui aiment la France et les Françaises. D'accord, mais on n'est pas obligé. Marine Le Pen aime la France, Éric Zemmour aime la France. J'aime pas Marine Le Pen, Éric Zemmour. J'aime beaucoup Jean Dujardin, je n'aime pas du tout Omar Sy. Pour ses déclarations, l'acteur est très bon. Mais la seule réserve que j'aurais, Sébastien, c'est que vous pouvez donner l'impression qu'il est pestiféré, en quelque sorte. Or, heureusement, on en parle beaucoup, à la suite notamment du film qu'il va jouer, à la suite du livre de Sylvain Tesson. Donc, heureusement, il n'est pas sacrifié. Et après ce coup de projecteur sur Jean Dujardin, le coup de projecteur des vraies voix dans un instant. On va revenir sur Elisabeth Borne. Est-ce qu'il faut que Elisabeth Borne démissionne? Pour l'instant, vous dites oui, en majorité, à plus de 96%. Avec des manifestations spontanées qui commencent à se développer sur l'ensemble du territoire français, bien sûr. Nous restons aussi avec les yeux sur la place de la Concorde. Beaucoup de fumée, beaucoup de regroupements. Pas encore pleine la place de la Concorde, mais beaucoup de monde en réaction au 49.3. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On espère que vous êtes en forme, on espère que, en tout cas, vous nous êtes fidèles, rien qu'à nous, que vous n'écoutez que Sud Radio et que vous écoutez donc ma voix, suivez ce que je vous dis. Cécile, vous avez pété un plomb, qu'est-ce qui se passe? Genre tu sais, et confiance, soyez les Mowgli de Cécile de Minibus. Une raison supplémentaire de nous écouter, c'est que c'est une journée vraiment particulière, avec un contexte politique particulier et social aussi. Cécile va vous annoncer notre prochain débat. Pas vraiment la Concorde. Très envie, mais je vais le faire. Il le faut, Cécile. Si gentiment demandé, je vais le faire. Allez, tout de suite, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et devant les députés du Rassemblement national qui criaient démission et ceux de la NUPES qui chantaient la Marseillaise, la première ministre Elisabeth Borne s'est dite prête à engager sa responsabilité pour justifier le déclenchement du 49.3. Frédéric, avec cette question du jour, est-ce que vous voulez vous demander la démission d'Elisabeth Borne? Est-ce qu'elle doit démissionner? Vous dites oui à plus de 96%. En tout cas, elle en a conscience. Ce soir, elle s'exprimera dans le journal de 20h de TF1 et au moment de s'exprimer tout à l'heure face à la représentation nationale, elle y allait franchement. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Donc sa responsabilité, évidemment, a fait réagir. Alors, il y a quelques tendances. Il y a celle notamment de Marine Le Pen. Elle ne peut pas rester. Voilà. Elle ne peut pas rester dans ces circonstances. Elle le sait d'ailleurs, puisqu'elle a elle-même indiqué qu'elle était prête à jouer les fusibles. Moi, je pense qu'il ne reste plus que ça à faire, en effet. Il faut qu'elle parte. Et l'autre tendance, alors côté Julien Bayou, député Europe Écologie, Les Verts. Je crois pas. Je crois pas que ce soit l'échec d'Elisabeth Borne. C'est l'entêtement du président Macron. Elle l'a dit d'ailleurs elle-même, c'est un fusible. C'est terrible d'ailleurs d'en venir à ce constat. Va-t-elle démissionner? Le souhaitez-vous? That is the question. En tout cas, notre invité pour en parler, Jean Petot, est avec nous, politologue. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément la question se pose, est-ce que Emmanuel Macron, en tout cas, ou est-ce que Elisabeth Borne va ou pas démissionner? On le saura peut-être ce soir dans le journal de 20h. Je sais que les Français, à la suite d'événements graves, je ne sous-estime pas ce qui se passe, ont toujours une appétence forte pour les bouleversements institutionnels et gouvernementaux en pensant que ça va changer quelque chose. Je suis prêt à continuer mes paris stupides. Je crois que Elisabeth Borne va rester en place. Et pour une raison simple, c'est que le responsable exclusif de ce bouleversement, de ce désordre, à cause du déficit démocratique qu'il a suscité, eh bien, déteste agir sous une quelconque pression. En tout cas, peut-être un jour elle partira, bien sûr, mais je ne crois pas une seconde, si les choses restent en l'état, entendons-nous, qu'elle va partir. En l'occurrence, la motion de censure. Juste une déclaration, celle d'Éric Ciotti, qui parle de la motion de censure et qui dit « Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos, nous ne nous associerons à aucune motion de censure ». Éric Ciotti pour les LR. Et Françoise je suis en train de regarder la déclaration d'Aurélien Pradier qui dit « Nous avons un véritable problème démocratique ». Donc Éric Ciotti, sa parole est terminée. C'est totalement démonétisé à partir du moment où il avait promis à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron 40 députés ou 50 députés et qu'il ne les a pas tenus. Il est complètement évident que Éric Ciotti, fin de la partie. Moi, je ne suis pas aussi radical que Philippe, bien au contraire. Je regarde, et c'est vous deux, Cécile et Frédéric, qui nous les avez signalés parce qu'on est un peu dans notre émission et on est en train de regarder tous les mouvements qui se développent partout en France. Ouais. Je vois Bordeaux, je vois Marseille. Ouais. C'est la première fois que je vois dans des manifs des palettes qui brûlent. C'est-à-dire que depuis 2 mois, les manifestants se sont tenus. Là, je sens que c'est un peu crispé. Moi, mon sentiment, c'est il y a une vraie question qui se pose et je n'ai pas de réponse, mais je me permets de la poser. Est-ce qu'elle tiendra le week-end, Elisabeth Borne? Je ne suis même pas sûr qu'elle puisse tenir le week-end jusqu'à la motion de censure. Je ne suis pas sûr qu'elle en ait envie et je ne suis pas sûr que ce soit bon politiquement de tenir. Ouais. Je rappelle quand même que la décision prise par Emmanuel Macron, ce matin j'en ai parlé, c'est une option, voilà. Et bien cette décision-là est très très grave. Juste avant de prendre notre invité Jean Petot, son destin est scellé Absolument pas. Le destin de la Première ministre est scellé à une motion de censure qui serait... Tu crois pas qu'avant, toi? Absolument pas. Aujourd'hui, on est toujours... Ça s'inscrit dans un cadre purement constitutionnel. Il y a le 49.3. Alors avec les conséquences politiques, sociales et populaires que je vois comme vous sur un écran en direct, mais il y aura ce 49.3 dans quelques heures, dans quelques jours. À l'issue de ce 49.3, il peut y avoir une motion de censure. Elle engage là sa responsabilité et si la motion de censure est votée à la majorité, elle démissionnera et elle présentera la démission de son gouvernement. Question à Jean Petot. Je redis ce soir que je ne suis pas persuadé qu'elle passe le week-end à cause de la réalité politique. Jean Petot va essayer de nous éclairer avec son savoir, avec sa connaissance. Cher Jean Petot, tout à l'heure je posais une question. Qu'est-ce qui était finalement le plus risqué, 49.3 ou alors on va au vote et éventuellement, si c'est non, c'est dissolution de l'Assemblée. Finalement, concernant Elisabeth Borne, en prenant cette décision, Emmanuel Macron lui a permis de se sauver ou non? Alors, écoutez, on voit bien que la situation est extrêmement fluide, elle est extrêmement instable, et j'en veux pour preuve les différentes réunions qui, semble-t-il, ont rassemblé un certain nombre, comme on dit journalistiquement, de poids lourds de la majorité entre hier soir et la matinée et même le début de l'après-midi à l'Élysée sur cette question. Donc moi je me garderai bien, même si vous nous avez fait le crédit de parler de mon savoir qui est tout relatif. En tous les cas, il n'est pas capable de lire dans le marc de café ou dans la boule de cristal, malheureusement, parce que ça serait plus simple. Ce qui a été dit, je pense, en particulier à la fois par Philippe Bilger et juste avant mon intervention, il y a un processus qui est en cours, qui est maintenant l'engagement du 49.3 de cet article, dont je rappelle, même si c'est au risque de me faire peut-être écharper, qu'il est parfaitement constitutionnel et qu'il n'y a strictement rien d'illégal dans l'utilisation du 49.3. Ça, personne ne le remet en cause. Personne ne le remet en cause. Jamais personne. Dans notre
conversation, mais c'est un argument qui vient assez vite, hein, en particulier qui confond des notions comme la non-constitutionnalité des choses et une éventuelle interprétation démocratique. Donc, ce 49.3 est engagé, il appartient aux oppositions de déposer des motions de censure et de se compter sur ces motions de censure. Ça, c'est la règle. Bon. Mais alors, concernant Elisabeth Borne, des questions peut-être. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, j'entends bien que le 49.3 est tout à fait constitutionnel, mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois, à la suite d'un débat important qui dure depuis le mois de janvier, l'utilisation d'un moyen constitutionnel, alors qu'à l'évidence, on fuit le vote du Parlement selon des processus normaux, ça ne constitue pas une sorte de transgression démocratique. Si j'avais plus de temps, je pourrais développer une pensée qui est simpliste, mais il me semble que c'est Karl Marx qui disait que la finalité peut être belle, mais si les moyens sont mauvais, on la dénature. Vous ne croyez pas à ça ? Ben, écoutez, l'éminent juriste que vous êtes toujours, cher Philippe Bilger, m'amène à être un peu surpris et j'attendrai peut-être le développement de cette plaidoirie qui effectivement manque de temps, mais ce n'est pas, hélas, en convoquant Karl Marx, qu'on change la nature de notre système parlementaire, qui est ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé. Ça veut bien, vos maîtres et les miens nous ont appris la même chose, hein. Ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'il y a à un moment, effectivement, l'exécutif sous la Ve République met le Parlement et l'Assemblée nationale en espèce devant ses responsabilités. Il est arrivé une seule fois sous la Ve République où, consécutivement à une motion de censure, le gouvernement a été renversé. Et permettez-moi de vous dire que c'était pour autre chose qu'une histoire de 62-64 ans, une seule fois. Limite de départ à la retraite. Ça veut dire une fois sur 100, en fait. Une fois sur 100. C'était en octobre 62 et c'était, tenez-vous bien, pour la modification de la Constitution sur le mode d'élection du président de la République. C'était quand même un petit peu autre chose, quand même. Hein. Alors, François de Gaulle. Le gouvernement Pompidou est tombé. Qu'est-ce qu'a fait le général de Gaulle? Il a immédiatement actionné l'article 12. C'est ça, la Ve République. Alors voilà. D'abord, je ne crois pas que, bien sûr, que l'élection du président de la République est une chose importante. Je pense que la retraite, aujourd'hui, c'est pas simplement, comme vous le dites, de façon un peu sobre. C'est étonnant pour un esprit aussi sophistiqué que le vôtre. Une question de 62 à 64 ans. C'est absolument insultant ce que vous dites pour les millions de gens qui voient plutôt un projet de société dans cette affaire de retraite. C'est pas, ils ne mettent pas que le 62 à 64 ans dans ces manifestations, sinon c'est considéré que ce pays est composé d'abrutis, ce que je ne crois pas. Le deuxième point, la question que je veux vous poser. Vous allez un peu loin, Françoise. Oui, mais j'entends beaucoup de mépris dans cette façon de dire que c'est quand même autre chose que 62 à 64 ans. Je n'aime pas cette façon-là de faire. Le deuxième point, c'est est-ce que vous considérez pas, pour simplifier la question de Philippe Bilger, au fond que c'est Laurent Berger qui résume le mieux le 49.3, c'est un vice démocratique. Moi j'ai bien aimé cette expression de vice au sens, il y a quelque chose qui est vicié. Et troisième point, est-ce que vous savez très bien qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre, est-ce que vous ne pensez pas que nous plongeons dans une telle crise politique que Elisabeth Borne ne pourra même pas tenir jusqu'à la motion de censure? Ce sont trois questions que je vous pose. Allez-y Jean Petot, la première. Bon, on va faire vite. Sur la troisième, la dernière question, j'avoue tout simplement, je n'en sais rien. Ça me surprendrait beaucoup qu'il démissionne avant le vote de la motion de censure. Je n'en comprendrais pas tout à fait la logique politique. Par contre, qu'elle soit amenée à tirer les leçons de cette séquence ou que le président la tire par la suite, sans doute, mais je vois pas pourquoi. Et je pense que ça changerait en particulier, parce que ça ne retirerait pas les motions de censure, sa démission ne retirerait pas les motions de censure qui sont déposées. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la formule de Laurent Berger, qui effectivement est intéressante, je ne le nie pas. Je n'emploierai pas ces termes parce que je crois que ça ouvre un débat sur ce que c'est que la démocratie si on veut évoquer les vices de la démocratie, il faut aussi définir ce que c'est que la démocratie. Et ça, c'est un débat qui est, je pense,
très compliqué. J'ai tendance à dire qu'il faut s'en tenir au texte institutionnel, et la Constitution, c'est quand même le cadre. Et le dernier point. Je terminerai sur ce que vous avez ressenti comme du mépris, Madame Debois. On va s'épargner cela. Je respecte ce que vous dites, et soyez gentils de ne pas me traiter de méprisant et d'expert méprisant. Ce n'est ni mes intentions, ni mon souci, en tous les cas. Très bien, en tout cas, c'est bien que vous leviez le malentendu, mon cher. Nous avions une question, vous avez répondu, et il y a consensus. Merci à vous deux. Christian, maintenant. 0826 300 300. Christian, vous vouliez réagir? Oui, j'aime beaucoup Philippe Bilger. Je trouve qu'il a toujours des points de vue très pertinents. Vous avez du goût. Et j'aime beaucoup aussi Françoise et Sébastien. Mais il a parlé de Karl Marx. Moi, j'ai plutôt envie de citer Groucho Marx dans cette histoire. Vous reprenez, Christian, celui qui disait Marx que j'aime, c'est Groucho. Oui. Je voudrais, je pense que tout ça tourne à la farce en fait, là, mais c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Il y a de la confusion, il y a du chaos, il y a de la tension, il y a une forme de faillite démocratique. Alors que cette Madame Borne, qui est pour moi une dame de très grande qualité et très courageuse d'ailleurs, au passage, démissionne ou pas, je sais pas, on verra la motion de censure, mais je crois surtout que le président doit dissoudre l'Assemblée. Oui, je suis... Pour redonner de la légitimité à tout ça. Voilà. Autre information importante, en ce moment même à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, au siège de la CGT, l'intersyndicale s'est réunie. Sébastien Ménard. Alors, c'est réuni pour bloquer mes trains demain matin, c'est ça? Mais écoutez, vous n'avez pas recommencé. Non, mais on assiste à un début de commencement de vraie crise politique. C'était ce qu'on se disait avec Françoise en aparté. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que les institutions et le président de la République, qui incarne les institutions, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il les incarne, est-ce qu'il passera le week-end? La réponse est oui. J'ai la faiblesse de croire qu'il ne cédera pas, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas à céder. Il a, je dirais, le débat démocratique a eu lieu avec des carabistouilles de tous côtés, du côté de l'opposition, du côté de la majorité relative, qui aurait pu devenir une majorité tout court. Bon, voilà, le coup de Trafalgar des Républicains, à mon avis, coûte cher ce soir à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne et au gouvernement, parce qu'on aurait dû s'éviter ce 49-3. Ouais. Jean Petot, peut-être le mot de la fin? Non, mais je partage complètement ce que vient de dire Sébastien. C'est vrai qu'encore une fois, pour qu'il y ait une véritable crise politique, il faut qu'il y ait la coagulation d'une crise parlementaire, d'une crise sociale et d'une crise gouvernementale. On y va peut-être, mais le peut-être est important quand même. En tous les cas, les ingrédients, on a l'impression qu'ils se réunissent, et puisqu'il a été fait référence et à Karl Marx et à Groucho Marx, vous permettez effectivement de préciser que manifestement, c'est pas du Thierry Marx, la cuisine parlementaire à laquelle on assiste. C'est plutôt minable, en effet. Allez, bravo. Et quand je disais le mot de la fin, et une pensée aux Strasbourgeois champions de France de football, Marx, qui était un grand arrière-gauche aussi. Voilà. Exact. Bravo. Vous avez vu comment répondent nos auditeurs, Cécile, à la question. Majorité de oui sur doit-elle démissionner? Elisabeth Borne, vous dites oui à 97%. Merci beaucoup, Jean Petot, d'avoir été avec nous. Politologue, vous restez avec nous dans quelques instants. Une réaction de ce qui vient d'être dit, certainement. 0826 300 300. On accueillera Sandrine. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue et on vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes chaque jour de plus en plus, et je peux vous assurer qu'on le sait puisqu'on compte. Frédéric, on compte. Tous les jours, on compte. Alors, sur la chaîne YouTube, à la radio traditionnelle, tout ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci. Si vous aviez pu aider Macron à compter les voix, on n'en serait pas là, sérieux. En tout cas, vous pouvez vous en profiter pour vous abonner à notre chaîne YouTube, bien entendu. Sandrine est avec nous. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir à tous. Et nous partons en Haute-Savoie avec Sandrine. Sandrine, vous vouliez réagir sur quoi? Alors, un résumé, que ce soit notre première ministre actuelle ou quelqu'un d'autre, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Oui.
Par contre, au niveau du 49.3, moi j'ai envie de dire, on nous demande en permanence de ne pas abuser de l'alcool, de la cigarette, de la nourriture, alors que ce sont des choses légales. Moi j'ai juste envie de dire, le 49.3 a beau être légal, ce serait bien de ne pas en abuser. Et c'est joli. Tout petit slogan pour eux, en leur disant un 49.3, ça va, 149.3, bonjour les dégâts. Bon, là, vous pouvez même aller jusqu'à 11 parce que celui-ci, c'était le 11e d'Elisabeth Borne. Elle a dit 100. Mais c'est pas n'importe lequel. Le 11e d'Elisabeth Borne. Oui, le 11e d'Elisabeth Borne. Elle peut s'arrêter à 11, ça le fait aussi bien. Ça le fait aussi bien. Je pense que c'est ce qu'elle pensait. Celui-là n'a rien à voir avec les autres, en fait. Merci Sandrine. Sandrine, vous attendiez, est-ce que cette réforme soit votée, qu'elle soit pas votée? Vous êtes dans quelle position, vous? Moi, Ne me dites pas vous êtes assise, hein, c'est pas cette position que j'attends. Oh là là, un peu d'humour ne fait pas de mal. Deux chaises. Oui, ni entre deux chaises. Pardon, Sandrine. J'espère en tout cas, mais moi franchement, je m'attends plus à grand chose, sachant que, comme je vous disais, on peut prendre une autre personne, la mettre à Matignon, ça changera quoi? À partir du moment où les décisions ne seraient pas forcément prises par nos gouvernants, et il semblerait qu'ils aient des personnes qui les incitent à le faire pour des raisons économiques. Voilà, donc je sais pas. On vous sent un petit peu blasé finalement. Résigné même peut-être. Ouais, moi, sincèrement, je sens qu'on est en train de vivre quelque chose de fort, d'historique. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas trop de casse au niveau des gens qui vont être dans la rue. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes en plein dans l'actualité, Sandrine. La place de la Concorde est en train de se remplir à vitesse grand V, avec un monde, une foule. Et on le disait tout à l'heure avec Françoise Degoire, des images d'un petit peu partout en province où des manifestations spontanées se mettent en place. Oui, c'est étrange. Moi, si j'ai juste une chose à leur dire, c'est asseyez-vous. Ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont fait des sittings dans les années 60 et qui restent le plus calme possible, mais le plus nombreux possible. Et essayez de faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas trop de blessés. C'est mon inquiétude en fait. Ouais, la mobilisation, malheureusement, c'est toujours difficile à contenir. Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Il y avait un ou deux feux tout à l'heure. Pour l'instant, c'est plutôt des applaudissements, plutôt des regroupements. Il faut quand même signaler encore une fois l'extraordinaire, c'est ça qui est tout à fait nouveau depuis 40 ans, c'est l'extraordinaire maestria des syndicats, parce qu'ils ont gardé leur union, à gérer finalement ces millions de gens. Vous imaginez quand même à quel point... Ils sont gagnants, les syndicats. Véritablement, ils ont réussi à gérer ces marées, quel que ce soit en France ou en province, sans heurts, grâce à un super Laurent Nunez, il faut quand même le dire, c'est le jour et la nuit, ce nouveau préfet de police de Paris. Voilà. Il est remarquable. Et moi, je dois dire que là, quand même, il y a quelque chose. Les grands gagnants ce soir, c'est quand même les syndicats. Sur les syndicats, justement, ce sont peut-être eux qui ont lancé la tonalité de la journée, puisque ne l'oublions pas, l'intersyndicale, c'était François Aumeril de la CFE-CGC, avait pris la parole à 12h50 devant l'Assemblée nationale en demandant un appel aux députés, votez non, et il n'y a pas eu de vote. Et il y a eu cette réaction et le peuple est venu retrouver finalement les syndicalistes juste en face de l'Assemblée nationale sur la place de la Concorde. Merci beaucoup Sandrine de nous avoir appelés. Merci à vous tous au 0826 300 300. Merci de votre fidélité. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degoire. Merci Sébastien Ménard. Merci beaucoup. À la hauteur de l'événement. Bravo. Absolument, c'était passionnant. Dans un instant, on va parler automobile avec les vraies voix qui font rouler la France. La nouvelle patronne de DS Automobile sera avec nous et puis on reviendra sur le salon professionnel de la carrosserie, unique en France. Où va cette filière des carrossiers? On va en parler aussi. Et puis un Français sur deux subit son mode de transport quotidien. Vous allez en parler et on reviendra aussi sur les zones à faible émission. Le compte à rebours est enclenché et ça fait débat. À tout de suite dans les vraies voix qui font rouler la France.